Eh ben, bonjour Céline. Bonjour Brigitte. Je suis vraiment ravie de te voir aujourd'hui parce que ça fait un petit bout de temps qu'on est en contact ensemble. Je crois que ça fait 1 an et demi, 2 ans, j'ai oublié de regarder. Et on avait envie de faire quelque chose depuis très très longtemps ensemble et puis ça se mettait pas. Et maintenant ça se met, c'est tout juste, c'est le bon moment. C'est ça. Avant c'était pas le moment, maintenant c'est le moment. C'est ce qu'on se dit et c'est vrai que c'est chaque fois ce qu'on se disait, hein, c'est que c'est pas le moment, ça viendra, ce sera quand ce sera le bon moment. Et donc là, maintenant, c'est le bon moment. Et c'est vrai que quand je t'ai interpellée pour ton livre, comme je viens de te le dire, qui pour moi est une petite Bible, hein, ton livre sur le kintsugi. Ceci dit, quand on regarde ton histoire, elle est beaucoup plus vaste que le kintsugi, puisque tu as écrit jusque maintenant 40 livres. 40 tu te rends compte 40 livres, j'ai vu que tu en avais écrit. En 6 ans. En 6 ans. Ah, mais comment tu fais? Ah, mais bon. Bah, je suis à plein temps. Ah oui, oui, c'est vrai que tu as une technique, j'imagine. J'ai vu que tu en avais écrit beaucoup sur la technique de Montessori. Oui, Montessori, l'éducation positive en général, et puis tout ce qui est éducation bienveillante, c'est des thèmes qui m'intéressent. Super. Et le développement personnel, c'est aussi un peu ton créneau, c'est aussi quelque chose que tu voulais développer, dans lequel tu développes pas mal de choses. Mais c'est vrai que quand j'ai vu ce livre, d'abord, ce que j'ai envie de dire sur ce livre, c'est que c'est vraiment un carnet de travail extraordinaire. J'ai adoré la texture. Je crois qu'au départ, en fait, je l'ai acheté pour la texture, pour le format, pour les images, parce qu'il est vraiment hyper bien monté comme livre. Et j'ai trouvé que c'était fabuleux de faire le lien entre le kintsugi et l'art de la résilience. Mais avant ça, est-ce que tu as envie de nous dire des choses de toi, des choses peut-être comme il est marqué sur ton site, les 20 choses qu'il faut savoir de toi pour mieux… Oh là je vais peut-être pas en faire 20 là. Non, mais 2-3 quand même, sympa. Oui, alors ce que je peux dire, c'est que j'ai 45 ans, j'ai plongé dans le développement personnel suite à un peu comme tout le monde, j'ai envie de dire, des accidents de vie. Souvent, c'est ça qui nous fait plonger. Et ça fait une dizaine d'années, un petit peu plus. Et au départ, j'ai plongé pour moi me réparer. Et puis, ce qui est merveilleux, c'est que j'y ai trouvé ma voie que je cherchais depuis toujours. Et c'est comme si d'un seul coup, il y avait les pièces du puzzle qui commençaient à se rassembler. Donc, ça m'a fait vraiment du bien. Ça m'a fait des illuminations successives et voilà, l'impression d'être sur la bonne route enfin. Donc, effectivement, le développement personnel, pour moi, c'est assez vaste. Quand je dis développement personnel, maintenant, évidemment, plus j'avance, plus je vais vers le développement spirituel parce que je pense que c'est la suite logique. On parlait de Montessori à l'instant. Pour moi, c'est indirectement, c'est encore toujours les mêmes philosophies qui se rejoignent. On est sur… Attends, il y a la réunion en cours d'enregistrement. Du coup, il m'a demandé… voilà. Donc, effectivement, tout ce qui est… Montessori, c'est quoi? C'est l'éducation bienveillante. Après, tout ce qui est bienveillance, enfin, tous les thèmes se rejoignent au final pour finalement arriver sur une ouverture au monde, une ouverture aux autres. Et c'est ça qui y aurait en commun, je dirais, dans tous les thèmes qui m'intéressent. Que ce soit, en ce moment, j'explore la CNV, par exemple. Dans mes livres pour enfants, je vais parler des petites expériences chamaniques que j'ai pu expérimenter au fil de mes propres stages, mais de tout ce que… Enfin, j'essaie de vulgariser un petit peu pour les enfants, pour que ce soit accessible, des concepts que qui m'ont aidé moi, et de mettre des petites graines d'éveil pour les enfants. Mais après, on retrouve ça aussi dans le kintsugi qui s'adresse aux adultes, mais qui est aussi l'esprit de transmission. Je dirais que c'est ça un petit peu ce que j'ai au fond de moi, c'est un esprit de transmission. J'aime bien fonctionner un peu comme un entonnoir, c'est-à-dire je prends des notions un peu complexes que moi je vis et après je les transforme et je les synthétise pour les rendre accessibles à tous. Voilà, ce serait ça ma valeur ajoutée. Mais dans ton livre, le kintsugi, il y a déjà ce niveau de spiritualité qui est quand même bien présent. Et j'ai justement envie de te poser la question, comment est-ce que ça t'est venu de faire ce lien magnifique entre le kintsugi, cet art japonais, et nos blessures émotionnelles et nos traumas? Oui. Comment ça t'est venu, cette idée? Peut-être avant que je te réponde, parce que c'est vrai que c'est une question hyper intéressante, mais pour ceux qui ne connaissent pas le kintsugi, j'ai quand même envie de faire une petite parenthèse, si ça ne t'ennuie pas, Brigitte, parce que toi, tu connais, moi, je connais, mais peut-être que tout le monde ne connaît pas. Qu'est-ce que tu veux, seconde, pour le définir, peut-être? Tout en temps que tu veux. D'accord. Donc, du coup, le kintsugi,
plutôt que de vous en parler, je vais peut-être vous montrer ce que c'est, ça ira tellement plus vite. Donc, attends, je vais juste essayer de pas arracher mon micro en même temps. Hop, je tends la main. Donc, imagine, tu vois, ce bol magnifique, un bol japonais, tu vois. Il est beau en tant que tel. Après, imagine que tu le brises. Tu as le choix entre deux solutions à ce moment-là. Ou tu décides de jeter à la poubelle parce qu'il est définitivement brisé. Ou alors, tu utilises la technique du kintsugi et là, tu lui donnes une seconde vie. Donc, la technique du kintsugi, alors évidemment, c'est un autre bol, mais c'est le même à la base. C'est l'idée de l'avoir réparé avec de l'or pur. Et si tu veux, toutes les lignes de faille sont à ce moment-là soulignées. Et ça fait des motifs, évidemment, qui sont uniques à chaque blessure, à chaque cassure. Tu vois, les deux bols étaient au départ identiques. Si on les compare, évidemment, maintenant, il y en a un qui est devenu unique au monde, qui est celui-là, qui a été brisé. Et si on casse le même bol, il ne sera jamais brisé de la même façon. Et ça, évidemment, c'est une métaphore de la résilience, une métaphore de la vie, puisqu'on a tous un parcours qui est unique au monde. Personne au monde a eu les mêmes expériences, les mêmes rencontres, le même parcours que nous. Et le kintsugi, finalement, il le valorise. Au lieu de cacher nos failles, on va au contraire les mettre en valeur avec de l'or, en les assumant, en montrant ce qui nous est arrivé. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça peut nous donner de la force de se dire on est encore là, on est encore vivant, on a survécu. Et après, on peut à notre tour transmettre. C'est-à-dire que si nous, on a réussi à se reconstruire, on peut aussi inspirer ceux qui sont en plein choc en leur disant regardez, c'est possible. Donc ça, c'est tout. Je l'ai fait très vite, mais c'est ça la philosophie du kintsugi. Et moi, personnellement, pour répondre à ta question de tout à l'heure, comment j'ai découvert ça ? Alors, c'était assez récent. J'ai découvert ça en 2017. Avant, jamais j'avais entendu ce nom-là, jamais. Je connaissais même pas cette notion, je l'avais pas vu passer. Et pour la petite anecdote, mais elle est assez signifiante, c'était la semaine de mon deuxième divorce. On venait de décider de se séparer. Et ce jour-là, j'étais allée me reposer, j'étais allée prendre un magazine dans une librairie, mais un magazine que j'achète pas d'habitude, mais c'est parce que tout simplement sur le titre du magazine, enfin sur la couverture, il y avait écrit comment réussir son divorce. Donc c'est pour ça, c'est vraiment, tu vois, ce choc qui m'a amenée au kintsugi. Et l'article, en fait, mentionnait le nom kintsugi, mais juste une phrase en disant l'art japonais de recouvrir d'or les blessures. Et ce truc-là m'a intriguée. Donc, en général, quand il y a quelque chose que je connais pas, je vais faire une enquête. Ça fait partie de ma personnalité aussi. Et donc, je suis allée taper le mot kintsugi en rentrant. Et là, spontanément, je fais Google Images. Et je vous invite à le faire. Tapez kintsugi sur Internet. Ça s'écrit K-I-N-T-S-U-G-I. Vous le faites en direct, vous tapez kintsugi, vous le mettez sur Google Images et là, vous allez voir des milliers de sublimes photos qui vont vous sauter au visage. Et pour moi, ça a été une révélation, mais en une fraction de seconde. C'est hyper étonnant. C'est quand il y a quelque chose qui est juste pour moi, ça m'arrive pas souvent des moments aussi, on appelle ça des épiphanies en anglais, des illuminations. Ça m'arrive pas énormément souvent, mais quand ça m'arrive, j'ai un signe qui est que j'ai les larmes aux yeux, quand il y a quelque chose qui est juste pour moi et qui va être important. Et là, j'ai cette impression en regardant et rien que d'y penser, tu vois, ça me le fait encore. Je suis émue à chaque fois que je regarde un kintsugi. Alors, c'est vrai que maintenant, je suis habituée au concept, donc je suis là à me dire, bon, finalement, c'est pas si extraordinaire que ça, je suis habituée. Sauf qu'à chaque fois que je vois un nouveau kintsugi, un que je n'avais pas encore vu, à chaque fois, ça me le refait. À chaque fois, je me dis, quand même, qu'est-ce que c'est beau! Mais c'est au-delà du beau. Pour moi, c'est pas juste esthétique. C'est que d'un seul coup, en une fraction de seconde, j'ai compris toute la métaphore qu'après j'ai développée dans le livre. Mais c'est comme si pour moi, c'était une évidence. C'est comme si ça parlait de moi, en fait. Je me suis dit, c'est vrai, c'est mon deuxième divorce, mais j'ai déjà subi ça et j'ai réussi à me reconstruire. Donc, ça m'a donné de l'espoir. Je me suis dit, mais comme un bol kintsugi, je vais réussir à nouveau à me reconstruire cette fois encore. Je suis passée par d'autres épreuves dont j'ai parlé dans le livre, dont je ne sais pas si on parlera ou pas, mais des épreuves émotionnelles assez difficiles qui m'ont, on pourrait dire, déconstruite, mais reconstruite aussi. C'est d'ailleurs suite à ces premières épreuves que j'ai plongé, quand je te disais tout à l'heure, dans le développement personnel. Donc finalement, le kintsugi, il parle de ça, il parle d'espoir, il parle de reconstruction et il parle d'optimisme et de résilience. L'idée, c'est pas de dire on revient comme avant.
L'idée, c'est que, parce que ce serait ça la résilience. Alors que là, on ne revient pas comme avant, tout à fait, puisque le bol, il est reconstruit. Alors, il devient différent, il devient unique au monde. Et voilà, et toute cette métaphore, elle m'a frappée. Et moi, j'avais l'impression que c'était évident, que ça parlait à tout le monde. Et après, j'en ai parlé à mon entourage, et là, je me suis aperçue que pas du tout, en fait. Alors, entre-temps, avec mes statistiques personnelles, je m'aperçois qu'en France, ça parle à peu près à 10% des gens à qui je parle. C'est-à-dire que 90% des gens, ils vont trouver ça beau, mais ça va pas leur faire un effet incroyable. Mais 10% des gens à qui je parle, ça leur fait le même effet qu'à moi, c'est-à-dire une révélation. Un peu, je pense, comme ça a dû te le faire à toi, et c'est pour ça qu'on s'entend bien. J'ai remarqué aussi que le point commun de toutes les personnes à qui ça parle, c'est qu'en fait, ce sont souvent déjà des personnes qui sont déjà résilientes. C'est un point commun à tous les gens qui adorent le Kintsugi. Donc moi, sur le moment, j'ai cru que c'était une telle évidence qu'il n'y avait pas besoin d'en parler. Je me suis dit, il n'y a pas besoin de faire un livre puisque c'est tellement évident. Et en fait, non. Après, j'ai plongé dedans et je me suis aperçue que il y avait le résultat final qui est très signifiant, mais il y avait aussi toutes les étapes quand on réalise un Kintsugi qui devenaient en elles-mêmes signifiantes et symboliques de la réparation, de la progression de la réparation et de la progression, enfin un petit peu comme un processus alchimique vers vraiment la transmutation. En plus, il y a le symbole de l'or, donc on est vraiment sur transformer son plomb en or. Il y a toutes ces symboliques derrière le Kintsugi aussi. Donc tout ça m'a parlé, j'ai plongé dedans et puis après, par un concours de circonstances incroyable, j'ai eu l'occasion d'écrire ce livre et il m'a emmené vers de belles aventures qui continuent encore aujourd'hui. Dis-moi, mais justement, tu parles de résilience, et puis c'est aussi l'art de la résilience. Mais en quoi est-ce que le Kintsugi est différent de la résilience telle qu'on en parle depuis l'après-guerre, quelque part, avec Boris Cyrulnik, par exemple? Voilà. Alors, c'est un peu ce que je disais à l'instant, c'est que je pense que dans la notion de résilience, en termes de physique, si on prend le terme mécanique, tu vois, originel, ouais. On revient à son état initial. L'objet est déformé par un choc, mais après reprend sa forme initiale. Alors que là, il y a cette notion de transmutation dont on parlait à l'instant dans le Kintsugi, c'est-à-dire que alors c'est vrai que le sous-titre du livre, c'est quand même l'art de la résilience, mais ça va au-delà de la résilience. Il y a une part aussi de transformation et d'acceptation des choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que on cherche pas à revenir à l'état initial, on cherche pas à se dire rien n'a changé, bien au contraire, tout a changé. Tout a changé, mais par contre, on peut se reconstruire et aller de l'avant et être encore. Enfin, il y a une phrase que j'aime bien quand on parle du Kintsugi, c'est de dire c'est plus beau, plus fort et plus précieux. Plus beau, ça saute aux yeux. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'or, il y a des lignes d'or qui s'inscrivent dans l'objet de façon aléatoire et comme c'est de l'or, ça brille, c'est magnifique. Personnellement, je trouve que esthétiquement, c'est sublime. Après, plus fort. Pourquoi plus fort? Parce que ce qui est intéressant, c'est que la laque qu'on utilise dans la technique traditionnelle du Kintsugi, c'est une laque naturelle qui vient de l'arbre du laquier. C'est la même laque que tu utilises, que tu sais, les bols japonais qu'on connaît tous, qui sont bordeaux, qui sont rouges, qui sont rouges ou noirs. C'est cette même laque qui est très connue depuis des millénaires. Cette laque, elle est extrêmement collante. Et en fait solide. Un bol laqué, c'est extrêmement solide. Donc le bol qui a été réparé avec la technique du Kintsugi a cette laque à l'intérieur et paradoxalement plus fort qu'avant. Et on dit même que certains maîtres Kintsugi vérifient leur réparation en jetant à nouveau le bol sur le sol pour vérifier. Bon, ça me paraît un peu extrême, mais c'est l'idée. Et puis au pire, si ça se rebrisait, ce serait pas grave puisqu'on pourrait remettre des nouvelles lignes de faille. Donc c'est ça qui est bien, c'est un processus sans fin à l'infini. Et puis plus précieux évidemment puisque c'est de l'or. Donc l'or, c'est quand même symboliquement un des métaux les plus précieux au monde. D'ailleurs, petite parenthèse technique, on pourrait faire du Kintsugi avec d'autres métaux. Ça, c'est pas propre à l'or, tant que c'est un métal qui est réduit en poudre. Parce que, je sais pas si on verra après la technique du Kintsugi, mais en tout cas, on a besoin d'utiliser de la poudre de métal. Donc, on pourrait le faire avec du cuivre, avec du laiton, avec de l'argent. C'est juste que, par contre, c'est évidemment l'or qui est le plus prisé, qui est le plus recherché parce que symboliquement, c'est plus précieux. Donc voilà, on est plus beau, plus fort, plus précieux d'avoir été brisé.
C'est ça, quand on suit aussi une méthode, pas quand on essaye de colmater finalement les choses. Oui. Parce que c'est vrai que moi, j'ai essayé la méthode du kintsugi pour une vidéo, je crois d'ailleurs que tu l'avais vue, hein, où je fais tomber un vase rouge. J'en ai d'ailleurs fait tomber 10 avant pour pouvoir les réparer, mais je les répare juste avec de la colle en or. Et alors, c'était une emplâtre sur une jambe de bois, parce que c'est vrai que mon vase, il a tenu le temps de la vidéo, mais après, il ne fonctionnait plus. Donc, j'imagine aussi qu'il y a toute une technique et que… Voilà. Effectivement, tu soulignes un point intéressant. On peut parler de kintsugi traditionnel ou de faux kintsugi. Et j'ai des choses à dire sur les deux. Kintsugi traditionnel, c'est une technique qui est extrêmement longue. On va mettre 6 mois à réparer un objet parce qu'il y a plusieurs étapes qui s'enchaînent, parce qu'il y a des moments de patience entre chaque étape pour laisser à l'objet le temps de se solidifier, parce qu'il y a des couches successives, il y a du ponçage, enfin… Voilà, tout ce que j'ai détaillé étape par étape dans le livre, j'en ai identifié 36 des étapes. Donc, c'est pour te dire. Effectivement, ça ne s'improvise pas. Il faut un matériel spécifique. Mais cette lenteur fait partie de la réparation. Ça fait partie du processus. Et tu parlais à l'instant de réparer un vase comme mettre de la colle sur une jambe de bois. Si on le fait très vite, effectivement, on n'a pas ce processus de réparation qui se fait aussi à l'intérieur, qui a le temps de se faire. C'est pas la même démarche. Après, personnellement, moi, je suis pas contre la technique du faux kintsugi avec de l'or, du faux or et de la colle époxy qui va se colmater en 5 minutes. Pourquoi? Parce que je pense qu'en kintsugi, il y a plusieurs niveaux, en fait. Il y a plusieurs niveaux de lecture. C'est-à-dire qu'il y a le résultat final. Le résultat final, même si tu le fais en 5 minutes avec de la colle et du faux or. C'est toi qui l'as fait, Céline? Comment? C'est toi qui l'as fait, celui-là? Celui-là, pour tout avouer, c'est du faux kintsugi. Oui. Parce que j'ai été prise dans un tel tourbillon que j'ai pas eu le temps. Parce que, comme je dis, ça prend 6 mois. Et après, j'étais prise dans le tourbillon de mon livre et je n'ai jamais eu le temps de faire le vrai kintsugi que je voulais. J'ai eu le temps de m'initier, j'ai eu le temps de m'entraîner, d'aborder le kintsugi suffisamment pour pouvoir en parler. Mais de toi à moi, et ça, je ne l'ai jamais dit à personne, c'est un faux kintsugi. Il ne faut pas le dire. Faut pas le dire. Mais peu importe. Justement, c'est ça. À la limite, ça illustre bien ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire que si l'idée de la réparation, pour moi, elle est dans ce bol. Ce bol, il est symbolique. Pour moi, c'est celui que j'ai cassé sur la scène du Mont TED. Donc, en plus, c'était une étape importante de ma vie. Le fait de l'avoir réparé, même vite fait, avec la technique que tu as décrite avant, qui est vraiment assez grossière par rapport au vrai kintsugi traditionnel, évidemment que c'est moins bien. Mais en pratique, ce bol-là, il me parle. Il me parle quand même, il me parle de résilience, de ma propre résilience, il me parle de mon parcours, il me parle d'espoir. Donc, en termes d'effet général, si tu veux contempler un kintsugi, et j'ai envie de dire, même si vous ne faites pas vos propres kintsugi, que ce soit la vraie technique ou la technique fausse, entre guillemets, déjà, rien que de contempler une photo de kintsugi, comme je vous l'invitais tout à l'heure à regarder sur Google Images, déjà ça peut énormément vous apporter. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, comme la scène que je t'ai décrite avant, où j'ai vu mes premiers kintsugi, en 1 seconde, il y a des choses qui se sont réparées en moi. Donc, ce que je veux dire, c'est que rien que l'égrégore du kintsugi, l'énergie du kintsugi, rien que de la regarder, de la contempler, peu importe la technique qu'il y a derrière, déjà ça répare des choses et ça, c'est de l'art-thérapie rien que visuelle, rien que le fait de le regarder. Et après, effectivement, le fait de le faire soi-même, on rentre dans d'autres couches, dans d'autres profondeurs. Si tu le fais avec la technique du faux kintsugi, que tu passes par exemple 1 heure à faire un faux kintsugi, il y a déjà des choses qui vont se mettre en place. Pour moi, c'est intéressant. Par contre, évidemment, l'idéal, dans un monde idéal où on a le temps, on a les moyens, on pourrait effectivement faire un kintsugi sur la longueur, en se formant, en mettant 6 mois. C'est un autre parcours. Et ça va aller encore plus loin. Mais c'est un petit peu comme si on disait, on fait une séance de MDR et c'est qu'une séance et ça nous débloque des choses. Puis après, on fait une psychothérapie sur 1 an ou sur 10 ans. C'est pas les mêmes profondeurs, mais les deux sont utiles et complémentaires. C'est ça que tu veux dire quand tu dis il y a plusieurs lectures. Voilà.
Voilà. Et tu sais identifier ces plusieurs lectures, donc une lecture pour arriver jusqu'à la lecture spirituelle, puisque c'est là que tu nous emmènes aussi. On peut s'arrêter au premier niveau, qui serait juste, comme je le disais, de contempler le résultat final. Et déjà, comme je l'ai dit à l'instant, ça apporte énormément. Après, quand on plonge dans l'âme du Kintsugi et qu'on s'immerge dedans et qu'on met les mains dans le cambouis, entre guillemets, les mains dans la laque et dans l'or, il y a des choses qui vont bouger en nous et ça va atteindre des niveaux de profondeur qui sont d'ailleurs propres à toute la philosophie japonaise. On retrouve ça, je pense, si on fait, j'en ai pas fait, mais si on fait de la calligraphie, si on fait de l'art de l'arc, toutes ces voix, les voix avec un V majuscule finalement, ils appellent ça le do en japonais. Par exemple, Aikido, la voix de la concordance des énergies, ou Chado, la voix du thé. Enfin, il y a comme ça plein de mots japonais qui parlent d'une voix. Je ne sais plus le nom pour la calligraphie, mais tu vois, ça se finit en do aussi. C'est la voix de l'écriture. Enfin, il y a vraiment des voix. Et j'ai envie de dire, peu importe la voix que nous, on arpente, il faut trouver sa voix. Enfin, c'est fameux, trouver sa voix, qui est universelle. Et moi, je sais que pour moi, le Kintsugi a été la Kintsugi do, la voix du Kintsugi. Ça m'a vraiment fait de telles révélations, de tel niveau de prise de conscience. Et ça m'a aussi aidée parce que, comme je te l'ai raconté tout à l'heure, c'était un moment assez émotionnel de ma vie où j'avais besoin vraiment de soutien et de reconstruction et de me réparer à l'intérieur. Donc, cette voix du Kintsugi, elle m'a énormément aidée. Et je pense que ça continue encore à infuser. Mais après, plus on avance, plus on va vers des niveaux de profondeur. Au début, on regarde la surface, le résultat final. Après, on rentre dans chaque étape. Par exemple, tu vois, l'étape de la patience, on doit attendre que l'objet sèche avant de faire l'étape suivante. Ben, c'est pareil. Moi, ça m'a appris à accepter que les choses n'aillent pas aussi vite que je le souhaite, parce qu'il n'est pas du tout dans ma nature de départ. Et maintenant, je me sens tellement patiente que rien que physiquement, tu vois, j'arrive plus à courir dans la rue, j'arrive plus à marcher vite. Alors que je peux dire, quand j'étais parisienne, ça dépotait. Hein. Je marchais à toute vitesse, je courais pour attraper le métro. Et maintenant, physiquement, si on les rares fois où j'ai besoin de me presser, ça m'arrive presque plus. C'est douloureux. Donc, on sent une évolution. Tu vois, c'est comme s'il y avait des sortes de lignes de faille qui continuaient à bouger à l'intérieur de moi au fur et à mesure. Et puis après, moi, je vois un troisième niveau dont j'ai pas encore beaucoup parlé. J'en parle avec mes amis. Je leur ai dit, est-ce que je peux en parler? Et ils m'ont dit, pour les gens qui seront prêts, ça leur parlera peut-être. Mais pour l'instant, il y a des gens qui ont besoin de l'étape 1 du Kintsugi. Ça, ce serait le niveau d'après. Pour moi, mais je peux le te dire à toi, parce qu'on va dans les profondeurs. Attends, j'en perds mon micro. Mon micro n'est pas d'accord. Bon, alors, puisqu'on parle de profondeur et de spiritualité, pour moi, l'étape d'après, je vais te montrer. Où est-ce que je l'ai mis? Attends, quitte pas, je vais essayer d'attraper. L'étape d'après de compréhension. Ça, c'est le même bol, tu vois, qui a été brisé. Mais celui-là, il n'est pas à réparer. Hein. D'ailleurs, c'est celui que j'ai. Voilà. Et pour moi, l'étape d'après, c'est qu'il n'y a même plus besoin du Kintsugi, en fait. Pour moi, l'étape d'après, c'est l'acceptation des choses telles qu'elles sont et qu'en fait, il n'y a plus besoin de ce perfectionnisme et il n'y a plus besoin de mettre de l'or puisque les choses sont telles qu'elles sont et c'est juste. Donc, évidemment, ça prêche moins pour la paroisse du Kintsugi, mais j'aurais pas pu arriver à cette étape d'acceptation si je n'étais pas passée par le Kintsugi avant. Donc, j'ai envie de dire, en fonction de l'étape où on en est, de notre niveau de compréhension, et ça évolue, c'est en perpétuelle évolution. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose à écrire après là-dessus, mais il faudrait presque écrire un livre blanc, un livre vide. Donc, c'est plus compliqué à vendre. Le concept. Oui, effectivement. Mais en fait, comme tu dis, hein, pour arriver au niveau de l'acceptation, ben oui, que c'est cassé et que c'est bien comme ça. Voilà. L'étape d'après. Oui, et je crois qu'on ne peut pas y passer tant qu'on n'est pas passé par ce qu'on appelle l'étape 2, qui est la réparation intérieure. Pour moi, ce que tu dis, l'étape 1, c'est la réparation extérieure.
C'est ça. On a l'air d'aller bien. L'étape 2, c'est quand tu as réparé à l'intérieur et que tu as créé ce que moi j'appelle de la solidité interne. Et que tu compares aussi au fait que le bol est plus solide. Mais effectivement, pour arriver à l'étape 3, tu es obligé quelque part de t'être réparé intérieurement et d'avoir la conscience d'une solidité intérieure. Donc, comme tu dis, l'étape 3, c'est une étape plus spirituelle. Plus spirituelle. Oui. Elle est plus dans l'acceptation, dans le lâcher prise, et elle est plus... moi, j'appellerais ça la paix intérieure, finalement. Oui, c'est ça. En ce moment, je suis en train de relire Eckhart Tolle et il parle beaucoup de ça. Et j'étais pas capable de le lire avant, tu vois. J'avais besoin de tout ce mécanisme, tout ce processus, je veux dire, toutes ces étapes. Et de t'écouter, ça me fait du bien parce que en t'écoutant, je clarifie mes idées et puis aussi pour l'instant. Comment? C'est moi qui t'écoute, pour l'instant. Oui, non, mais là, je t'écoutais à l'instant résumé avec l'étape 1, réparation extérieure, l'étape 2, réparation intérieure et l'étape 3, qu'on pourrait dire donc acceptation, paix intérieure. Et en t'écoutant, je me sens consolidée en fait. Et je me dis, ah oui, finalement, j'ai fait un sacré parcours, un sacré chemin et pas par fierté, je le dis, mais plus par... ça me fait du bien, toi, comme un soupir, un petit peu, genre, les choses se mettent en place. C'est un peu l'art du détachement, finalement, cette troisième étape. C'est exactement ça. Le seul inconvénient, c'est que j'ai pas trouvé encore la métaphore qui correspond, parce que l'intérêt du kintsugi, c'est que c'est extrêmement visuel. Et il n'y a presque pas besoin d'explication pour le comprendre intuitivement. Il y a déjà des choses, comme je le disais tout à l'heure, qui se réparent en nous quand on observe un kintsugi. Donc, c'est toute d'ailleurs la beauté de l'art-thérapie en général. L'art-thérapie, c'est très puissant. Oui. Et pour moi, le kintsugi est bizarrement pas beaucoup associé à cette notion d'art-thérapie, alors pour moi, c'est en plein dedans. C'est exactement ça. Donc, pour l'art du détachement, j'ai pas trouvé the métaphore qui serait aussi forte. Et c'est vrai que le kintsugi, en plus, il y avait un petit côté un peu exotique, un petit côté un peu culturel. Donc, c'est vrai que... Et puis, toutes ces étapes magnifiques qui s'enchaînent. Donc, voilà, peut-être qu'un jour... il y aura une métaphore qui me sautera au visage. Le kintsugi, il est arrivé dans ma vie sans que je le cherche. Il est arrivé au bon moment et quand j'étais prête et quand tout était aligné. Peut-être que 3 ans avant, j'aurais même pas été réceptive à cette notion. Donc maintenant, je suis philosophe. Je me dis le jour où j'aurai une autre illumination, je le saurai immédiatement. Donc c'est quand je serai prête. Là, je suis à mon avis en gestation. Tu m'as dit que toi, tu avais des signaux qui te. Ouais. Je ne sais pas si c'est maintenant que tu l'as dit ou si c'est tout à l'heure. Mais tu avais des signaux personnels quand tu étais sur la bonne voie. C'est ça. Ouais. En fait, pour tout avouer, le jour où j'ai rencontré le kintsugi, quand je dis rencontrer, donc c'est juste c'est sur Internet au départ. Hein. Mais pour moi, c'est vraiment une rencontre. Hein. C'est comme si c'était l'énergie presque d'une personne. Le soir même, à l'époque, j'écrivais beaucoup dans des petits carnets. Et maintenant, pareil, détachement au point que je n'ai de moins en moins besoin d'écrire. Les pensées, c'est plus un processus par lequel j'ai besoin de passer. À l'époque, j'écrivais beaucoup. Et ce jour-là, je suis allée voir évidemment rétrospectivement les dates, je suis allée voir ce que j'avais écrit et j'ai écrit je sens que le kintsugi est important pour moi et va être une étape dans ma vie, mais je ne sais pas encore sous quelle forme. Donc c'est cette histoire de larmes aux yeux que je ressens pas souvent, mais souvent c'est toujours juste, c'est toujours qu'il y a quelque chose d'important c'est comme une sorte d'intuition, c'est peut-être mon âme qui parle ou genre attention, ne loupe pas ça. Donc je risque pas de le louper. Maintenant, si je ce signal, je peux te dire, je suis attentive. Ouais, j'imagine. Dis-moi, et tout à l'heure, tu disais, j'ai identifié 36 étapes. Comment est-ce que tu as fait pour identifier ces étapes de réparation? Ce qui est fabuleux dans ton livre, c'est que toutes les étapes de réparation réelle du kintsugi, et je le rappelle franchement, ce bouquin, pour moi, c'est une Bible, toutes les étapes réelles de cet art de réparer, toi, tu les as transportées dans l'art de nous réparer à nous. Et donc, tu as vraiment décortiqué ces 36, je crois, effectivement, étapes. Comment est-ce que tu as fait pour identifier ça? Alors, le livre est construit sous 6 chapitres et dans chacun des 6 chapitres, c'est difficile à dire, il y a 6 sous-étapes, donc 6 x 6, 36. J'ai un tout petit peu manœuvré, un tout petit peu triché puisqu'à un moment, j'avais 5 d'un côté, 7 de l'autre, donc j'ai un petit peu
un tout petit peu triché pour que ce soit harmonieux. J'aime bien les choses harmonieuses. Et puis, j'ai trouvé ça joli, ce chiffre de 6 x 6, 36. Mais au départ, je les ai juste listés. Et c'est après que je me suis aperçue que je pouvais les rassembler. Bon, j'ai un esprit assez méthodique aussi, donc ça doit jouer. Mais pour répondre à ta question, comment je les ai identifiés? Alors, c'est là où ça va sembler un peu spirituel, ésotérique. Et je ne sais même pas si je crois à ce que je vais te raconter, mais la meilleure explication que j'ai, qui est la plus absurde aussi, c'est que j'ai l'impression où j'ai canalisé l'esprit du Kintsugi avec un E majuscule, où j'étais maître Kintsugi dans une vie antérieure. Parce que il y a eu un truc un peu savoureux, c'est qu'au départ, j'avais vu le résultat final. C'est à ce moment-là que j'ai proposé l'idée du livre à ma maison d'édition. Et je voyais pas trop quoi mettre dans le livre parce que pour moi, c'était tellement évident qu'il n'y avait pas besoin de 250 pages pour parler de ça. Mais voilà, je sentais qu'il y avait un truc à faire. Et puis, ils m'ont dit un oui de principe. Mais après, le truc n'a pas démarré tout de suite. C'est hyper bizarre. Il y a eu comme un bug où pendant 2 mois, je n'avais plus aucun moyen de les joindre. Le projet était pas mort pour autant, mais j'avais pas le feu vert pour continuer. Donc, je n'allais pas l'écrire sans avoir le feu vert. Alors, j'étais un peu interloquée. Je me suis dit, c'est bizarre ce truc qui démarre et puis qui s'arrête d'un coup. Et je me suis dit, attends, du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais faire si j'ai le temps. En attendant que ça se débloque, je vais faire du Kintsugi. Et là, j'ai acheté le matériel et le vrai matériel qui vient du Japon. Je me suis auto-formée avec des tutoriels que je trouvais en anglais par un maître américain qui vivait au Japon. Et j'ai mis les mains dans la laque, étape par étape. Et là où c'est magnifique, c'est que chacun des gestes, alors je vais pas dire que je les maîtrise, si je les maîtrisais, je te montrerai un vrai Kintsugi, là, et pas un faux. Mais chacun des gestes, je le comprenais intuitivement. C'est-à-dire, je dis pas qu'il était bien fait, mais c'est comme si je comprenais la logique instinctivement. C'est comme si je retrouvais presque des gestes ancestraux. Alors, j'avais très peu de cours, c'était vraiment à distance. Et c'est comme si c'était assez naturel pour moi. Donc, d'où cette impression que je connaissais déjà d'avant. Et là où c'est magnifique, c'est quand j'ai enfin à peu près compris comment ça marchait du début à la fin. C'est à ce moment-là que le projet s'est débloqué et qu'on m'a dit « Ok, maintenant tu peux écrire le livre ». Et évidemment que ce ne serait pas du tout le même livre si j'avais eu le feu vert tout de suite. Parce que déjà, j'aurais pas sué sang et eau sur mes traits de lac et j'aurais pas compris toute cette finalement philosophie japonaise comme s'il avait retrouvé un petit peu instinctivement. Pour moi, c'est les mêmes gestes qu'en calligraphie, comme je disais tout à l'heure, c'est la même concentration qu'un tireur à l'arc. Enfin, voilà, il y a des ponts entre toutes ces disciplines. Et après, quand j'ai écrit le livre, effectivement, les 36 étapes, elles sont venues, mais très, très naturellement. En le faisant, j'ai bien vu qu'il y avait des superpositions entre le monde émotionnel et la réalité physique. Quand j'ai fait le Kintsugi, donc après, quand j'ai commencé à lister les étapes, c'était limpide, ça me sautait aux yeux. Et après, quand j'ai écrit, franchement, il y a des moments où je pense que c'était de la canalisation, mais de l'esprit du Kintsugi. Donc, c'est très étonnant, en fait. Je sais pas si c'est ma muse qui me parlait ou si c'est le Kintsugi ou si c'est juste moi, mais dans tous les cas, il y avait des choses qui sont venues assez instinctivement et c'est magique. Ta muse, c'est ton scarabée? Alors, en fait, Scarabée, c'est par rapport à la collection qui s'appelle Petit Scarabée, qui est cette collection de développement personnel et spirituel pour enfants. Et du coup, quand j'ai lancé cette collection, en fait, ce qui est drôle, alors je fais une autre parenthèse, mais elle est incroyable, cette parenthèse. Dans la même semaine, en fait, mon ancienne muse, c'était mon ex-mari, parce qu'on brainstormait énormément ensemble et on avait vraiment une alchimie de cerveau assez étonnante. Et la semaine où on a décidé le divorce, la semaine dont je t'ai parlé tout à l'heure, où j'ai rencontré le Kintsugi, c'est la même semaine où on a brainstormé, malgré les tensions que tu peux imaginer, sur le petit scarabée. On l'a défini ensemble. Donc, dans la même semaine est née ma collection Petit Scarabée, où il y a maintenant 12 titres, et le Kintsugi qui a changé ma vie. Et c'était la même semaine. Alors après, les choses ne se sont pas faites tous en même temps et dans le même ordre. Le Kintsugi d'abord, et puis 2 ans après, le Scarabée est né, vraiment. Mais l'idée était la même semaine. Donc, c'est assez étonnant quand on y pense. Quand j'ai regardé les dates, j'étais stupéfaite. Et effectivement, après, j'ai mis un petit scarabée sur mon bureau en clin d'œil. Je pense que c'est pour ça que tu me poses cette question. Oui.
Ok, je vais voir ceux qui sont directement ici sur le Zoom. Est-ce que vous avez des questions à poser? Est-ce que vous voulez lever la main? Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Ou est-ce que c'est OK? Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que vous avez des questions à poser? Est-ce que vous voulez qu'on aille plus loin dans un certain thème? Je regarde s'il n'y a pas de main levée. Non, il ne semble pas. On continue alors. Il y en a une. Ah, je ne le vois pas. Vas-y, Mathieu. Oui. Mathieu, Oui, bonjour Mathieu. Bonjour à tous. C'est chouette d'avoir des hommes. Oh là là. Oui, je suis arrivé un petit peu en retard, donc désolé de ne pas avoir été à l'heure. Pas de problème. Et puis alors, je voulais simplement dire que c'est vraiment très chouette de voir l'intervenante et notre chère Céline avec un grand sourire, ça fait trop plaisir. Voilà, je voulais Merci simplement Mathieu. faire Ah cette bah c'est remarque. gentil. Ah bah ça fait toujours plaisir, merci. Oui, parce que l'énergie se transmet, hein, même à travers les écrans. Hein. C'est vrai. Et alors, il y a les petits détails que je trouve fabuleux quand même, Céline, c'est ta robe. Ah oui. Oui, alors bah, j'ai toute une histoire à raconter là-dessus, si ça t'intéresse. Alors je la montre. Okay. C'est la robe Kintsugi. Hop. C'est une robe voilà. Elle brille. En fait, j'avais un prix à recevoir parce que j'ai gagné le prix de la résilience professionnelle l'année suivante et qui était remis au Sénat. Donc, tu vois, c'est pas tous les jours que je suis invitée au Sénat. Donc je cherchais une tenue. Et je trouve sur Instagram cette designeuse américaine qui a manifestement le même amour que moi pour le kintsugi parce qu'elle en parle, ça va au-delà de la mode et elle fait des robes kintsugi. Et je sympathise avec elle, je lui commande donc cette robe que vous voyez là. Et en fait, et puis là, elle me dit, ah, mais ça te dirait pas de venir faire une conférence aux États-Unis? Et puis moi, je suis du genre à dire oui, hein, si on me propose un truc. Donc j'ai dit, bah oui, hop, je viens. Et 3 mois après, j'étais aux États-Unis. Donc, bah, quitte à aller à New York, je m'en ai profité pour faire des petites conférences à Las Vegas parce que bon, c'est presque pareil. Et ça a changé ma vie puisque après là j'ai rencontré déjà ça m'a permis de me positionner à l'international, de faire des conférences en anglais et du coup que le message soit beaucoup plus universel parce que tu vois par exemple que j'ai rencontré là-bas des lecteurs parce que mon livre venait de sortir en Angleterre aux États-Unis le même mois, donc tout était super aligné. Là entre-temps il est sorti dans 12 langues. Et comment? Et là, j'ai rencontré, tu vois, par exemple, j'ai un souvenir, j'ai une lectrice qui est devenue une amie, même si je l'ai vue qu'une fois, mais une petite jeune, une trentaine d'années, américaine, magnifique, pleine de lumière, qui me disait que ce livre était en train de lui changer sa vie. Elle venait de le lire peut-être 15 jours avant et qu'elle se débattait contre elle-même de la violence conjugale et que ça lui donnait la force de s'extraire de tout ça. Donc, tu te dis, waouh, tu vois, j'ai des frissons en te disant ça, parce que je me dis, ouais, ça a une influence, ce message, le fait de pouvoir le porter en anglais aussi, tu vois. Et après, en plus, ça m'a permis, une fois, lors de ma conférence à New York, j'ai été invitée à faire des conférences à Dubaï pour le Salon du Livre. Enfin voilà, après, il y a toute une sorte de réaction en chaîne. Donc moi, je suis du genre à saisir les opportunités et à créer ma réalité. Et après, il y a un petit peu d'effort, mais après, quand c'est aligné, que c'est juste, tout après s'enchaîne facilement. Mais il faut quand même mettre le premier petit pas, le premier petit pas. Mais c'est ce que je te disais avant qu'on démarre notre entretien, c'est que moi j'avais été vraiment touchée par le fait que quand même une écrivaine de ta trempe qui avait vu, je crois, ma vidéo, je cassais mon petit vase rouge, ou bien un autre post sur LinkedIn, tu étais venue vers moi spontanément en disant coucou, je suis tellement contente que tu aimes aussi le kintsugi. Mais oui. Et moi, je trouve ça rare des personnes qui ont quand même derrière elles ce bagage, parce que tu as eu plusieurs vies aussi. Hein. C'est intéressant de raconter ça aussi, les plusieurs vies que tu as. Et puis, tu as écrit 40 bouquins. Tout le monde n'a pas écrit 40 bouquins, à part Jacques Salomé qui en a écrit 70. Ouais, alors, je ne prétends pas me comparer à Jacques Salomé. Non, mais tu as la moitié de ses livres. Tu as la moitié de sa vie aussi. Donc, peut-être l'autre moitié. Mais je trouvais ça très, très beau, cette humilité. Et je trouve que ça fait partie aussi probablement de cette deuxième étape, en fait. Ça me vient comme ça, mais ça me vient comme ça. Peut-être que ça vient de la deuxième étape du kintsugi, qui est une fois que tu as réparé l'intérieur, l'ego, il n'est plus le même.
la simplicité, elle devient différente. Et peut-être que quand on est dans la première étape de réparation, on colmate les fissures et on fait comme si tout était bien brillant. Ouais, voilà. On n'a pas cette spontanéité du cœur. Moi, je suis d'accord avec toi. Je te remercie beaucoup pour cette remarque. Effectivement, le kintsugi du premier niveau, il y a encore un petit côté égo parce qu'on utilise de l'or, parce que c'est beau, c'est brillant et c'est magique, ça brille, c'est sublime, c'est public, on le montre. Et c'est positif aussi. Hein. Je vais pas déprécier toute cette étape-là. Elle est nécessaire, comme je disais tout à l'heure, pour inspirer. Le fait que j'aille sur scène, on est dans la lumière, on est dans la transmission, mais aussi effectivement il y a une notion de se mettre en scène. Mais si ça inspire des gens, j'ai envie de dire, c'est très précieux. Oui. Mais effectivement, oui. Je pense que se dépouiller à terme de toute attente et de toute attente de perfection, ça va encore plus loin dans la recherche spirituelle. C'est effectivement, on avait dit tout à l'heure, c'est la troisième étape en fait. La première étape, c'était la réparation extérieure. La deuxième, c'est finalement quand on met les mains dans la laque et qu'on répare l'intérieur. Et puis la troisième, c'est quand on est finalement dans la paix intérieure et l'acceptation des choses telles qu'elles sont. Oui. Et ça apaise beaucoup. Oui, c'est ça. Et je te dis, moi, c'est comme ça aussi que j'ai continué la conversation avec toi parce que je me disais, mais allez, c'est fabuleux quand même. Je vois des jeunes que j'ai eu envie d'inviter ici qui m'ont à peine répondu. Ils venaient d'écrire leur premier livre, qui m'ont à peine répondu parce qu'ils sont overbookés, parce que ça les intéresse. Ah oui. Et c'est une autre. Alors, je dis pas du tout que c'est pas nécessaire, parce qu'au contraire, c'est nécessaire. Et même toi, tu disais, voilà, parce qu'on inspire déjà, mais d'abord et avant tout, on s'inspire soi à rester debout. Et ça, pour moi, c'est une phase essentielle. C'est même si tu colmates un petit peu, il n'y a rien à faire. Ça t'inspire à rester debout, à continuer et à continuer à chercher. Alors que si tu ne passes pas par cette première étape, ben, tu acceptes d'emblée que les morceaux ils sont cassés, mais peut-être avec une acceptation un petit peu mortifère quelque part, créatrice. Et donc, je trouve, oui. Mais tu voulais répondre. Oui, bah, déjà, le fait que qu'on se contacte, parce qu'on a le même amour du kintsugi, pour moi, ça suffit, qui que soit la personne en face. J'ai envie de dire, on fait partie d'un club en fait, d'un club des gens résilients à qui le kintsugi parle. Et j'ai remarqué qu'il y a toujours des affinités dans ces cas-là qui naissent. Et à travers le monde, j'ai vraiment vécu ça. À travers ma tournée pour la promo, j'ai fait des rencontres sublimes et des choses qui restent dans le cœur après. Donc ça, c'est déjà une première chose. Donc, pour moi, il n'y a même pas de débat. Après, si on se contacte et qu'on a la mort du kintsugi, on parle. Il n'y a même pas besoin de se poser de questions. Mais après, au-delà de ça, j'ai en plus une logique. Alors ça, c'est peut-être mon côté peut-être un peu optimiste, résilient, aller de l'avant. Puis peut-être mon côté école de commerce qui date de 25 ans avant. Et puis comment dire, entrepreneuse aussi, parce que j'ai toujours été une entrepreneuse. Moi, je suis en télétravail depuis 2003. Je suis un côté un peu ce que j'appelle yes woman. Yes woman, c'est la personne qui c'est comme le yes man. C'est en hommage au film avec Jim Carrey que je vous recommande parce qu'il est très drôle et puis il y a un esprit quand même très optimiste. C'est de dire oui à tout parce que si ça se présente à moi, j'ai un peu un côté un peu fataliste positif par rapport à ça, dans le sens si ça se présente à moi, il y a sûrement un sens, il y a sûrement quelque chose qui va inspirer quelqu'un, moi m'inspirer, qui va déboucher sur quelque chose. Comme tu disais, quand j'ai dit oui à la robe, après ça m'a emmené à New York et New York m'a emmené à Dubaï. Dubaï, après il y a encore des répercussions. Enfin, tu vois, c'est une sorte de chaîne sans fin, mais si je fais pas le premier pas, évidemment, il va rien se passer derrière. Donc, j'ai une logique assez active aussi comme ça. Et je pars du principe que cette vidéo, s'il y a une seule personne qui la regarde et que ça la touche, déjà, ça me suffit. J'ai envie de dire, même, je vais aller encore plus loin. Si personne la regarde et qu'il n'y a que toi et moi qui la regardons, ben moi, cette conversation, personnellement, elle m'enrichit énormément. Je suis pas juste dans la transmission, je suis aussi dans la réception. Tout ce que tu me dis, ça me fait réfléchir, ça me permet de faire le point, de prendre du recul, d'aller plus loin dans ma réflexion. Donc, pour moi, c'est précieux. Et j'ai l'impression de parler avec une amie et qui a le même état d'esprit que moi. Mais je pense qu'on parle aussi à d'autres personnes au passage. Donc, vraiment, il y a même pas de débat, quoi. Il y a même pas de dilemme.
Tout à fait. Dis-moi, est-ce que tu as envie de nous citer une citation de ton livre que tu aimes vraiment bien et pourquoi tu l'aimes particulièrement? Ah oui. Je sais pas si c'est une question. Oui, non, il y a une phrase que j'utilise souvent, que j'avais mise dans mon TED, c'est quelque chose comme jusqu'ici, vous avez survécu à 100% des épreuves de votre vie. Alors, pour moi, alors, ça fait réfléchir les gens. D'ailleurs, sur le moment, quand j'ai voulu la mettre dans le TED, l'équipe qui m'aidait à me préparer me disait attends, non, c'est pas sûr, on peut l'entendre de plusieurs façons, mais dis pas ça, il y a des gens qui ne seront pas d'accord. Je dis, bah non, factuellement, si tu es encore en vie, c'est que tu as survécu à 100% des épreuves de ta vie. Donc, je me suis un peu accrochée pour la maintenir. Parce que pour moi, cette phrase, au-delà du côté un peu clin d'œil, elle est tellement juste. Enfin, le fait de se dire ça, on se dit, ah ouais, non, mais attends, c'est un peu comme quand j'ai eu mon deuxième divorce. Je me suis dit, bah oui, j'ai survécu au premier. Donc, ça sera plus facile le deuxième. J'ai survécu, j'en parle dans le livre, donc je peux en parler sans m'appesantir ici, mais au suicide de ma mère. Donc, je veux dire, quand tu as des chocs comme ça émotionnels et que tu arrives à te redresser, te relever, et puis en tirer quelque chose, en tirer une leçon, en tirer une force nouvelle, en tirer une résilience, ben, dans ces cas-là, c'est gagné. Enfin, tu peux dire j'ai survécu à 100% des épreuves de ma vie jusqu'ici. Après, c'est pas la suite. Hein. Non, on est bien d'accord. Non, mais c'est déjà ça, c'est énorme. C'est déjà ça de prix. Ça n'a déjà pas de prix, comme tu dis. Ok, c'est une très, très chouette. Et j'ai vu, il y a aussi, et moi, ce que j'aime vraiment beaucoup aussi dans ton livre, c'est toutes les histoires que tu racontes, et non seulement des histoires à toi, mais aussi des histoires philosophiques. Il y en a une que j'aime vraiment bien, c'est celle qui se termine par mais ça aussi, ça passera. Oui, le coup de la bague. Ah, c'est ça, oui. Tu peux la raconter ? Oui, alors je ne sais plus le nom exact de. Comment dire, j'ai pas relu mon livre depuis 4 ans. Moi. non, mais effectivement, je l'ai en tête. Donc c'est un conte c'est une légende qui est assez connue. Hein. C'est à la cour d'Iran, je crois. Il y a un roi qui demande qu'on lui qu'on lui grave une bague, et à l'intérieur de la bague, il y aurait la vérité la plus ultime, la vérité universelle qui marche à tous les coups et la sagesse absolue en fait. Et du coup, il lance un peu un concours pour qu'on lui trouve cette fameuse phrase, et où je crois qu'il demande à son vieux sage, enfin je ne sais plus le détail. Et quand il regarde la bague, une fois qu'elle est faite, il y a écrit à l'intérieur de la bague « Cela aussi passera ». This too shall pass en anglais. C'est vrai que c'est aussi de la voie de l'acceptation, ça. Le fait de se dire de toute façon, peu importe, cela aussi passera, et toutes ces épreuves qu'on transforme avec de l'or, avec le kintsugi, un jour, elles passeront aussi. Il y a un jour, on pourra en parler avec du recul. Il y a un jour où on aura passé l'étape 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et qu'on pourra, comme je disais tout à l'heure, dans le kintsugi, ce que j'aime bien, dans cette notion de se mettre en scène à la fin, parce que la toute dernière étape dans la technique, c'est que comme c'est de l'or, à la fin, on va en plus pouvoir le polir, parce que c'est un métal, et comme tout métal, si tu le frottes, ça va briller. Et ça, c'est la toute dernière étape. Et pour moi, symboliquement, c'est le fait de dire, une fois que vous avez passé, vous, ces étapes 1, 2, 3, jusqu'à 6, enfin les 6 grandes étapes, après, je t'avais dit, il y a des sous-étapes, donc en fait, c'est 36 étapes. Donc, on va dire la 36e étape, c'est celle où tu fais briller. Et le fait d'être dans, comme je disais tout à l'heure, le fait de pouvoir se positionner en disant, regardez ce par quoi je suis passée. Alors, quelle que soit ton épreuve, hein, que ce soit un cancer du sein, que ce soit un handicap, que ce soit le suicide d'un proche, enfin, voilà, j'ai envie de dire, la douleur, on ne va pas la comparer. Hein, chaque douleur est personnelle, et chaque douleur, il n'y en a pas une mieux qu'une autre. Hein, on ne va pas dire, ah bah toi, ok, moi j'ai un cancer, mais toi, tu es handicapé, c'est moins grave, c'est plus grave. Non, on ne compare pas. C'est vraiment... c'est tellement douloureux, on ne va pas juger ça. Et le fait de dire, donc, voilà ce par quoi moi je suis passée dans mon épreuve. Et là, je suis encore là. J'ai survécu à 100% de cette épreuve, à 100% de toutes mes épreuves. Ça veut dire que on va donner cet espoir aux autres et les inspirer. Et eux, ils sont peut-être à ce moment-là à l'étape 1. Ils sont peut-être en souffrance.
et ils n'ont peut-être pas l'espoir à ce moment-là. Et le fait de dire, regarde, je suis encore debout, moi, ça peut les aider, les inspirer. Donc, finalement, le Kintsugi, voilà, il y a tellement de niveaux de compréhension. Et je suis encore debout et plus beau et plus fort aussi, hein, quelque part. Et ça me fait penser à la phrase de Nietzsche. Ah, pardon. Ben vas-y, c'est laquelle? Moi, j'allais dire Nietzsche, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Ah oui. Mais tu allais dire quoi, toi? Mais au discours de Nelson Mandela, quand il a reçu les phrases de Marianne Williamson en 1994, qui disait finalement, il le dit beaucoup mieux évidemment, mais finalement, à force de se rétrécir, on n'aide pas les autres à grandir. Et c'est peut-être le moment aussi où on peut être fier de son parcours. Et la fierté, pour moi, n'a rien à voir avec l'ego. Ça n'a rien à voir avec quelque chose qui est je t'écrase et j'avance. Au contraire, viens avec moi. Je prends le parapluie pour que tu n'aies pas la pluie, mais viens avec moi. Moi, je connais le chemin et j'ai envie de t'y amener. Et ça me faisait penser à ça, en fait. Ne pas hésiter à briller quand on a été à un certain moment dans l'ombre. Parce qu'il fallait se préparer dans l'ombre, quelque part. Parce que cette lumière, elle éclaire les autres, effectivement. Quand je t'ai décrit l'étape 6, ou l'étape 36, selon comment tu la conçois, ce moment où on polit l'objet et on se met en scène, déjà, on peut jouer sur le double sens du mot exposer. Tu sais, quand tu exposes un objet comme dans une exposition, tu le mets dans une vitrine, tu l'exposes, mais aussi dans le sens exposer, s'exposer. Tu vois, une petite notion un peu de vulnérabilité aussi, de dire qui on est vraiment, ce par quoi on est passé. C'est aussi une vulnérabilité de dire toutes ces failles, de les démontrer. Et quand j'étais en train de t'expliquer ça tout à l'heure, c'est marrant, je l'ai senti physiquement, parce que moi, je suis assez attentive au ressenti de mon corps, et de plus en plus d'ailleurs, et j'ai senti physiquement une envie de me redresser, parce que quand on est sur cette dernière étape où on s'expose, on va pas le faire de façon toute rabougrie comme ça, tu vois, on va assumer notre splendeur, et c'est ça dont parle le Kintsugi, c'est assumer qui on est avec nos failles, nos faiblesses, notre force, et cette nouvelle force. Moi, je trouve ça vraiment fabuleux. Je regarde s'il n'y a pas de main levée, s'il n'y a personne qui a envie de poser une question. Vas-y, Mathieu. Alors, moi, je me posais la question, mais c'est plutôt d'ordre technique, donc je ne sais pas si la question peut être posée, mais je me posais la question de savoir comment est-ce que les morceaux étaient recollés avec de l'or. Est-ce que l'or a une particularité qui permet de recoller justement, ou il faut encore rajouter de la colle, ou comment ça se passe exactement? C'est une excellente question, Mathieu, merci. On n'a pas du tout abordé l'aspect technique et je pense que c'est tout aussi intéressant, d'autant plus que l'aspect technique, comme on l'a dit tout à l'heure, métaphoriquement, il peut nous parler de nous aussi. Donc je vais faire, peut-être je vais prendre 2-3 minutes pour vous expliquer tout le processus dans l'ordre, parce qu'on parle des étapes un peu dans le désordre depuis le début, mais on va toutes les reprendre. Donc, pardon, je vais mettre étape 1. Donc, on a notre objet qui est sur le sol, brisé, en 1000 morceaux. Donc, c'est le moment où déjà, il faut prendre la décision, comme je disais en introduction, où on décide de jeter l'objet, on décide de le réparer. Si déjà, tu décides de réparer l'objet, ça veut dire que tu es déjà dans une logique de dire que cet objet, il a de la valeur. Tu vois, tu ne sais pas encore combien de temps ça va prendre, si ça va être possible de le réparer, mais tu sais qu'il y a de l'espoir. Donc déjà, l'étape 1, elle est hyper importante, c'est une étape de décision et de projection vers l'avenir. Après, dans l'étape 2, qui est celle où on assemble, donc c'est l'étape où on commence à reconstituer le puzzle et à voir comment il se rassemble. Déjà, il s'agit de rassembler tous les morceaux et d'essayer évidemment qu'il n'en manque pas un, parce que parfois, dans la brisure, certains sont trop cassés. Ça peut arriver qu'il nous manque un morceau carrément ou qu'on l'ait perdu. Là, donc on fait l'état des lieux. Et là, on va commencer à faire ce qu'on appelle le sabi. Alors, je fais une petite parenthèse, c'est le même mot, le sabi, que dans wabi-sabi. Wabi-sabi, cette philosophie japonaise qui parle aussi d'acceptation, qui parle d'accepter les choses telles qu'elles sont, usées par le temps, qui sont patinées par la vie, et le fait d'accepter les choses dans leur rudesse aussi. Et le mot sabi, c'est le mot qui veut dire ciment. Et donc, on fait ce ciment en mélangeant de la laque. Alors, la laque qui est issue du laquier, de cet arbre. Donc, c'est une sorte de résine très, très collante qui est, parenthèse, est très toxique. À ce stade-là, elle est très toxique.
au point qu'il y a des allergies et que c'est pas si évident de faire du kintsugi parce qu'en plus, il y a des histoires de ventilation de la pièce, etc., etc. Il faut mettre des masques. Je sais pas où on peut trouver des masques. Donc, ce qui est bien, c'est qu'à l'époque, on en trouvait moins facilement. Donc, du coup, on mélange notre lac avec de la farine. Alors, évidemment, à l'époque, de la farine de riz, puisque ça se passe en Asie. Maintenant, on peut prendre la farine de blé. On mélange les deux et ça fait une sorte de pâte, un petit peu une consistance de, je sais pas, de ciment, un petit peu, mais un peu friable, tu vois. Et cette pâte-là, on va l'étaler à la spatule sur chacun des tessons. Et après, on les assemble. Et là, évidemment, quand tu presses deux choses avec de la pâte entre les deux, il y a une sorte de bourrelet qui va se créer. Là, à ce stade-là, tu touches plus à rien, tu attends, tu passes à l'étape 3 qui est l'étape de la patience. Alors, juste parenthèse sur l'étape 2 qui est l'étape d'assemblage, j'ai oublié de dire, s'il manque un morceau, c'est pas grave parce que justement, on peut le recréer avec la technique du kintsugi en durcissant un petit peu ce sabi, en rajoutant de la poudre de pierre dedans, du tonoko, on va se retrouver avec une pâte un peu plus dure et ça va permettre de recréer le tesson. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut même décider des choses plus créatives en allant chercher un tesson qui vient, par exemple, d'un autre objet, on l'intègre à notre réparation. Et symboliquement, ça fait, c'est très fort parce que c'est l'idée de dire, on peut s'aider des autres pour se réparer. On n'est pas obligé de rester centré sur son petit soi. On peut ouvrir son esprit. Là que Brigitte intervient en général pour quand on a besoin d'aide, il y a toujours Brigitte qui est pas loin pour nous aider. Voilà, c'est un bon exemple effectivement que tout seul, on n'y arrive pas toujours tout seul, surtout s'il nous manque un morceau. L'autre personne est là pour aussi nous apporter les clés et les morceaux qui pourraient nous manquer à notre puzzle. Après, donc cet objet, tu imagines, donc c'est encore frais, hein, la réparation. Donc délicatement, on va le déposer dans la boîte de l'étape 3, l'étape patientée. Donc l'étape, ça s'appelle le muro. C'est une boîte qui est juste une boîte en carton dans laquelle au fond on a tapissé de baguettes chinoises ou japonaises pour créer une sorte de grille et en dessous un linge humide. Pourquoi? Pour recréer le climat humide et chaud du Japon, qui correspond à cette laque finalement. Et là, on attend pendant une semaine. Et là, il faut surtout ne toucher à rien. Alors évidemment, symboliquement, l'idée, c'est de dire que il y a des choses parfois qui nécessitent cette patience, qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique. Si tu essayes de passer de l'étape 3 à l'étape 4 tout de suite, évidemment, tu n'as plus qu'à tout recommencer. C'est contre-productif. Si tu touches une plaie avant qu'elle soit cicatrisée, tu n'as plus qu'à tout recommencer aussi. Donc cette étape-là, pour moi, elle était assez douloureuse parce que moi, mon premier kintsugi, je voulais qu'il soit fait dans l'heure, quoi. Donc c'est vrai que c'était très frustrant pour moi. Mais ça aussi, ça infuse des nouvelles façons de voir la vie. Donc l'étape 3, on patiente, on laisse durcir. Et là, il se passe un processus étonnant, c'est que la laque qui était toxique tout à l'heure, enfin il y a quelques jours, elle commence en durcissant à perdre sa toxicité. C'est ça qui est fou. Et d'ailleurs, au fil des mois, même une fois que votre kintsugi est fini, il continue à durcir. C'est ça qui est incroyable. C'est comme s'il était encore vivant, en fait. Parce que cette laque, c'est un matériau naturel, donc elle est vivante. Donc ça, c'est l'étape 3. Après, tu as l'étape 4, l'étape de la réparation à proprement dite. Donc là, on va sortir notre objet. Donc là, au bout d'une semaine, c'est quand même assez dur. On va poncer pour se retrouver. Donc là, tu imagines qu'en fait, toutes tes lignes de faille, elles sont marron maintenant, puisque c'est le sabi qui est marron. Et si tu as bien poncé et que tu as bien laissé durcir, normalement, ton bol, il est déjà réparé, en fait. Il a des failles marron, mais si tu touches, c'est tout plat, c'est tout lisse. Donc, les plus beaux kintsugi, normalement, au toucher, tu sens pas de démarcation. Et là, sur cette ligne marron, on va mettre successivement une première ligne de laque noire qui va servir à étanchéiser le tout, puisque la laque, vous voyez, c'est un petit peu la même texture qu'un vernis à ongles. Donc, vous imaginez, ça va sceller, en fait, la réparation. On va à nouveau reposer dans la boîte, laisser durcir, attendre, et après, on va la ressortir encore une semaine après ou 3 jours après. Et là, on va mettre une deuxième couche de laque. Et cette fois, la couche de laque, elle est rouge. C'est une autre laque. Et c'est vrai que symboliquement, tu vois, tu te retrouves avec un kintsugi avec des lignes de faille qui sont plus marrons, mais qui sont rouges vifs, parce que c'est pas encore sec, c'est pas encore rouge bordeaux. Et là, ça fait vraiment penser à un réseau sanguin. Donc, symboliquement, c'est hyper fort cette étape-là, parce que ça donne l'impression qu'il y a la vie qui revient dans l'objet, que l'objet commence vraiment à revivre, à être réparé.
Après, et là, il y a une subtilité. Au lieu de remettre à sécher ta laque rouge, et là, ça va répondre enfin à la question de Mathieu. Mais j'étais obligée de passer par toutes ces étapes avant pour vous expliquer tout le processus. Sur la laque rouge, cette fois, quand elle est encore humide, c'est là qu'on va saupoudrer de la poudre d'or. Parce que moi, quand j'ai découvert le kintsugi, la première fois, quand j'ai vu mes premières images, j'avais pas du tout compris cette technique. Je croyais que ça se passait en faisant couler de l'or, comme on fait quand on fait des bijoux, et que l'or liquide, après, il allait coller les tessons. Mais vous imaginez comme ce serait le bazar, quoi. Les Japonais, ils aiment bien les choses très, très raffinées, très bien faites. Donc, ce serait pas assez précis. Là, finalement, à chaque fois, on recrée finalement la ligne de faille, on la resuit là avec un nouveau trait de laque qui est rouge. Et sur cette texture qui ressemble un petit peu à du vernis à ongles, donc vous imaginez si vous mettiez de la poudre de nacre, par exemple, dans du vernis à ongles, ce que ça fait, il y a toutes les particules qui s'imprègnent en fait, qui rentrent dans le vernis. Donc là, tout l'or en poudre, réduit en mouture très fine, rentre et s'immisce dans le trait de laque rouge jusqu'à le recouvrir complètement. Et c'est ça qui recrée l'illusion d'une coulée d'or. Et là, on va à nouveau laisser sécher, attendre plusieurs jours. Et une fois que c'est bien sec, donc là, évidemment, je ne l'ai pas dit, c'est l'étape, ce que je viens de dire là, l'étape où on rajoute l'or, c'est l'étape révélée, l'étape où on commence à montrer justement la beauté des lignes de faille. C'est beaucoup plus beau, effectivement, avec de l'or qu'avec du marron, avec du ciment. Et puis après, la toute dernière étape, c'est celle dont on a parlé tout à l'heure, l'étape sublimée, où là, cette fois, on va partir du principe que comme c'est de l'or, on peut le polir et on peut le faire briller. Et on va utiliser une pierre d'agate pour polir cet or et le faire étinceler dans toute sa splendeur. Et c'est le moment où on est prêt à transmettre, comme on le disait tout à l'heure. Voilà, Mathieu, j'espère que ça répond à ta question. Bah oui, c'est génial de comprendre un peu tout le processus. J'ai pris des notes en même temps et je me dis, parce que j'ai vu quelques photos entre-temps sur le net, j'ai vu que c'est magnifique quand on voit les bols, les vases. C'est vraiment un art qui est esthétiquement très, très raffiné, très, très joli. Je me demande, est-ce qu'il y a des gens qui intentionnellement vont casser des assiettes pour pouvoir ensuite les recoller ou bien il faut attendre qu'il y ait quelque chose qui se passe avant de pouvoir s'initier C'est une excellente question qui effectivement peut se poser légitimement. Dans le vrai esprit du kintsugi, en théorie, on devrait réparer des objets qui ont été cassés accidentellement, puisque l'idée c'est de réparer quelque chose qui a été brisé et de transformer une épreuve en la sublimant, en la transmutant. Après, il est bien évident que c'est tellement beau que tous les gens qui vendent des kintsugi, ils n'attendent pas que leurs objets à la maison se brisent. Ils achètent, mais ça, faut pas le dire, mais ils achètent des objets qu'ils brisent intentionnellement et après ils les réparent avec la technique kintsugi. Donc c'est parce que c'est tellement beau, c'est tellement prisé qu'on est content d'avoir un kintsugi. Comme je le disais tout à l'heure, si tu as un kintsugi sur ta cheminée, c'est inspirant. Donc, peu importe qu'il ait été brisé intentionnellement ou pas, tu n'as pas besoin de le savoir. Par contre, ce qui est sympa, c'est de le faire aussi sur un objet qui a du sens pour toi au départ. Il y a deux façons de le faire. Ou tu prends un objet qui a déjà été brisé au cours de ta vie, mais que tu as gardé, et que là, cette fois, tu décides d'y mettre une intention. Ça peut être, par exemple, je dis n'importe quoi, une poupée de ton enfance, une assiette à laquelle tu tenais. Si tu te réconcilies avec, par exemple, ton conjoint, tu veux prendre une assiette que tu as brisée lors d'une dispute. Enfin, voilà, il y a plein de symboliques qu'on peut imaginer. Et là, tu fais tout le processus du kintsugi, que ce soit du vrai ou du faux kintsugi. J'ai envie de dire, dans tous les cas, ça peut réparer des choses. Et puis, il y a une autre façon de faire, qui est cette fois de le faire en conscience, de briser en conscience, de briser dans une intention de d'art-thérapie. Donc, dans ces cas-là, on va prendre un objet qu'on choisit avec soin, qui va avoir une symbolique pour nous, et on l'emmaillote avec précaution dans un torchon ou un linge, et on va le briser intentionnellement avec un marteau. Et c'est à partir de ça qu'on va créer notre kintsugi. Et ça représentera évidemment notre propre réparation intérieure. Donc là, il y a quand même une intention de briser, vraiment intentionnellement et non plus accidentellement, mais c'est extrêmement fort en termes d'art-thérapie. Là, j'ai eu la chance d'être invitée à faire des sessions de kintsugi en prison, à la prison de l'Île de Ré.
ils font tout un programme autour de la métaphore du kintsugi qui est d'une puissance dingue, je trouve, dans ce contexte. Je suis honorée d'avoir été choisie pour animer ça. C'est des gens qui sont je sais plus le mot qu'ils utilisent, des grands délinquants. Enfin, il y a un mot pour dire ça. Des grands radicaux. Enfin, voilà, ça va être un sacré public. Et là, on va, comment? Des criminels dangereux. Voilà, des gens condamnés à perpétuité. Hein, voilà, on est sur ce genre de public. Donc, on pourrait imaginer que du coup, il y a en plus la notion d'espoir là, elle est plus chaude à manier. Hein. Et pour autant, ça a tellement de sens, tu vois, de le faire dans ce contexte. Et dans ce contexte-là, on va aller briser intentionnellement des bols. Ça fera partie de la mécanique, parce qu'évidemment, ils n'ont pas leur propre matériel. Voilà, après, il y a tout un discours à faire tout autour. Et ce programme est sur 12 semaines et est fait avec plein d'autres choses autour du kintsugi, c'est-à-dire qu'il y a de la danse, il y a de l'expression corporelle, il y a de la boxe, enfin voilà, il y a plein de choses autour. Mais je pense que symboliquement, voilà, le fait de briser intentionnellement a aussi beaucoup de sens dans certains contextes. Donc finalement, le kintsugi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a tellement de niveaux de lecture, on peut vraiment l'interpréter comme nous, ça nous chante. On pourrait même imaginer, si tu n'as pas envie de mettre les mains dans la laque et que tu as un objet auquel tu tiens, tu peux même le confier à un maître kintsugi, un artisan kintsugi, tu lui envoies une photo, il te fait un devis et après tu récupères ton objet magnifié. C'est une autre possibilité. J'ai envie de dire, chacun son parcours. Top, ça. Il y a des ateliers. Comment? Et alors, on retrouve des maîtres partout en Europe, il y en a en Belgique, ou bien il faut vraiment aller jusqu'au Japon pour pouvoir retrouver justement les meilleurs, les plus grands spécialistes ou les plus grands maîtres? Je pense qu'effectivement, il y en aura plus au Japon, ça c'est une évidence. Par contre, de plus en plus, comme depuis 2-3 ans, effectivement, le concept s'est un petit peu popularisé. On trouve, ça y est, maintenant, comme le disait Brigitte à l'instant, des ateliers. Il y en a en Belgique, à ma connaissance. Et je ne sais plus si c'est en Suisse ou en Belgique, il y a des personnes qui font venir des maîtres du Japon, que ce soit des maîtres qui parlent anglais ou il y a une traduction simultanée. Donc, effectivement, il y a plein de façons de se former maintenant. Maintenant, on commence à trouver des tutoriels sur le net. Enfin, voilà, il y a beaucoup plus de ressources qu'il y en avait il y a 4 ans quand moi, j'ai plongé dans le kintsugi. Mais je pense que c'est aussi parce que ça c'est de plus en plus connu et du coup, c'est ça qui est merveilleux. Pour la petite anecdote, c'est assez incroyable. On parle souvent, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la théorie du centième singe, le fait de dire que finalement, quand il y a un certain niveau de conscience, après, les informations circulent de façon presque surnaturelle dans des groupes qui ne sont pas en contact les uns avec les autres. Là où ça devient très étonnant, c'est que mon livre, il est sorti en avril 2018 et il est sorti à 10 jours près, un livre sur le kintsugi aux États-Unis et un livre sur le kintsugi, la traduction en fait en anglais du livre espagnol qui était sorti quelques mois avant. Et les 3 sont sortis la même semaine, en fait, sans se concerter. Donc, il y a vraiment une notion de conscience collective autour du kintsugi. Je pense et c'est fou quand tu regardes, parce que tout ça, c'était pré-Covid, évidemment. En 2018, ils sont sortis. En 2019, moi, j'ai fait la tournée dans ces pays pour parler du kintsugi à travers le monde. Et comme si ça préparait tout ce qui nous est arrivé à tous au niveau mondial. Et effectivement, c'est maintenant qu'on me demande des conférences sur la résilience. C'est vraiment une notion de préparer le terrain un petit peu. Enfin, c'est comme si on nous donnait les outils un petit peu à l'avance. On ne sait pas encore. J'aurais jamais évidemment pu imaginer que je m'en servirais dans ce contexte ou que j'en parlerais dans ce contexte. C'est fou comme les choses s'alignent. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que tu parles beaucoup d'être en conscience, de faire les choses en conscience. Et je pense qu'effectivement, comme tu dis, je ne connaissais pas la théorie du centième singe, mais ça me parle beaucoup parce que moi, je crois très fort à cette conscience collective et au fait qu'à un certain moment, on a tout, on a déjà tout, mais on ne le voit pas tout. C'est ça. C'est un point de bascule, en fait. Dans la théorie du centième singe, je ne peux pas t'en dire en détail, je ne m'en souviens plus exactement, mais il y a une histoire que c'est des singes qui commencent à laver leurs pommes de terre avant de les manger, alors que d'habitude, dans cette communauté, ils ne le faisaient pas. Et il y en a un qui fait ça, et un deuxième qui le fait, un troisième qui le fait. Et il y a, comment dire, c'est normal, ils s'imitent. Là, il n'y a pas vraiment de côté surnaturel ou ésotérique.
Sauf qu'il y a un moment, quand il y a suffisamment de singes qui le font, c'est comme si ça passait dans une sorte d'autre niveau de conscience collective. Et après, on retrouve ce même geste qui n'existait pas avant dans d'autres communautés qui n'ont, alors que ils étaient sur une île, donc il n'y avait aucun moyen de passer l'information autre que par la voie surnaturelle des airs. Donc je te le fais très schématiquement et je suis absolument pas une spécialiste de cette question, donc si ça se trouve, je vous ai dit plein de bêtises, mais en gros c'est quand même cette notion de conscience collective et le fait que les informations parfois elles infusent à travers le monde. Tout à fait, elles sont là. Voilà. Il n'y a qu'à les pêcher, il n'y a qu'à. C'est ça. Ok, mais écoute, merci beaucoup Céline. On va mettre tout doucement fin à notre entretien, mais c'est passionnant, je crois qu'on pourrait encore rester 3 heures. C'est clair. Tu as envie de rajouter quelque chose pour terminer, pour se dire au revoir? Est-ce que tu as un conseil à donner? Est-ce que tu as une clé à donner? On a déjà donné tellement. J'aimerais finir sur une note d'espoir parce que pour moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais si j'avais une seule conclusion, ce serait celle-là. Le Kintsugi, pour moi, ça parle vraiment d'espoir. Ça parle du fait qu'il y a toujours une solution, que on va toujours trouver un moyen de tourner la difficulté, l'épreuve, la transmuter, comme on a le chimique. On va vraiment toujours pouvoir transformer notre plomb en or, que chaque épreuve a un sens, a un cadeau, un message. Attends, j'en perds mon micro là encore, dans l'enthousiasme. Et donc c'est ça. Donc en gros, c'est très bateau ce que je vais dire, mais vraiment, surtout dans ce contexte, vraiment garder espoir. Et j'ai envie de dire, connectez-vous quand vous avez une nouvelle difficulté. N'hésitez pas, du coup, maintenant que vous avez le Kintsugi en tête, connectez-vous à l'énergie du Kintsugi. Pour ça, il suffit d'imaginer un Kintsugi ou de regarder une photo. Et rien qu'en le contemplant, si vous êtes réceptif à cette énergie, vous souviendrez du la fameuse citation qu'on disait tout à l'heure. Jusqu'ici, vous avez survécu à 100% de vos épreuves. Donc, vous savez que vous allez survivre encore. Donc, c'est vraiment ça. C'est l'idée de toujours rester optimiste. Et puis, comme on dit, la vie ne nous sert que les difficultés et les épreuves au travers desquelles on est capable de passer. C'est ce qu'on dit, donc c'est rassurant. Ok, c'est super. Je te remercie beaucoup, Céline. Je vais tout doucement mettre fin donc à notre entrevue. Toi, je te garde encore 1 minute, Céline. D'accord.